Monsieur Sifantus, vous avez la parole. Monsieur le Président, chers collègues, vous nous demandez de prendre acte du débat d'orientation budgétaire de la métropole. Celui-ci dessine une situation bien sombre et rien dans ces orientations ne pourrait nous rassurer, bien au contraire. Nous retrouvons une analyse systémique qui, si elle émanait du groupe Rassemblement pour Brest, serait encore qualifiée par vous comme caricaturale, tant elle est préoccupante. Et encore, cette analyse ne donne qu'une idée approximative de la situation réelle, car pour avoir une vision consolidée et sincère, il y faudrait adjoindre l'ensemble des implications budgétaires des différents satellites. Ce qui ressort en premier lieu, c'est que c'est toujours la faute des autres, l'État bien sûr, mais aussi les entreprises qui feraient, selon vous, de l'optimisation fiscale, ou la population urbaine que la politique de la métropole pousse vers l'extérieur. Si on ne se laisse pas distraire par quelques statistiques ou prévisions plus optimistes qui concernent surtout l'Est breton ou le pays de Brest, mais sont hors sujet en ce qui concerne la métropole, les raisons de s'inquiéter sont toujours présentes. La baisse régulière de la démographie qui touche la ville de Brest depuis 2 décennies, cette baisse, après avoir bénéficié à la première et à la deuxième couronne de l'agglomération, grignote maintenant l'ensemble de la métropole. Nous serions curieux de connaître les signaux qui vous permettent de retenir l'hypothèse d'une stabilisation de cette démographie pour la suite du mandat. Le déclin économique n'est en effet pas étranger à cette évaporation de la population. Les chiffres du chômage publiés mois après mois ne sont pas de nature à stopper l'hémorragie. Comme vous le dites vous-même, le taux de chômage dans la métropole reste à un niveau élevé de 9%. L'emploi industriel est particulièrement touché. Aux restructurations déjà réalisées, il faudra probablement aussi ajouter la réduction prévisible d'effectifs chez d'autres grands industriels. Les perspectives dans la réparation navale militaire ne se retourneront pas et, malgré un frémissement en 2015, les objectifs stratégiques de Damen sont encore loin d'être acquis. Madame Patricia Adam évoque à nouveau un deuxième porte-avions, éternel projet dont la réalisation semble bien improbable et dont, de toute façon, nous n'aurions que des miettes. La construction est aussi un secteur en baisse d'effectifs, dans un contexte de mollesse du marché immobilier que votre politique d'urbanisme ne fait qu'aggraver. Comme vous le soulignez pudiquement, donc, la prudence reste de mise dans la filière de la construction, de l'agriculture et de l'industrie. Dommage pour nous. Vous vous félicitez en revanche de voir l'emploi augmenter dans les secteurs de l'action sociale, de l'enseignement et de la santé. Ce sont cependant des secteurs qui sont d'abord financés par l'argent public et qui sont pour longtemps sous fortes contraintes budgétaires en raison des plans d'économie de l'État et des autres collectivités, ce qui grève leur avenir dans la situation de crise bien installée ici. La politique d'urbanisation entretient le déplacement vers la première et la deuxième couronne des classes moyennes, voire au-delà, sans que l'activité économique ni le tourisme ne créent de flux compensatoires naturels. On peut souligner que les communes qui semblent tirer un peu mieux leur épingle du jeu sont celles qui longent les principales voies de communication. Le désenclavement de la métropole est donc bien un enjeu majeur. Fluidifier les transports non seulement vers l'Est, mais aussi avec le technopole ou même dans la zone urbaine, sont autant de défis que le revenu de près de 40 millions d'euros du versement transport aurait dû permettre de mieux traiter. Ce ne sont pas les 11 millions d'euros du téléphérique payés cette année qui y contribueront pourtant. Au-delà de la baisse prévue des dotations de l'État, la réforme qui s'appliquera dès 2017 pourrait avoir des effets négatifs sur les recettes de la métropole. Calculée en fonction d'une population dont le déclin la touche maintenant, les nouvelles dotations devraient être globalement à la baisse. En ce qui concerne la fiscalité, nous retrouvons les mêmes recettes. L'application d'une augmentation forfaitaire des bases, qui s'est révélée en 2015 comme prévu bien supérieure à l'inflation observée, permet de ne plus toucher au taux et de donner le sentiment d'épargner les ménages. L'augmentation des valeurs locatives est, en toute hypothèse, bien réelle pourtant, tout comme l'augmentation des tarifs, bien souvent supérieure à l'inflation, ou le bond de 5% de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
Il est commode d'affirmer ne pas recourir au levier fiscal quand d'autres s'en chargent pour vous ou quand les prévisions d'inflation sont opportunément contredites à votre bénéfice. Par ailleurs, le relèvement de 2% des seuils de revenus diminue encore le nombre de contribuables touchés et donc la pression sur ces derniers. C'est un véritable cercle vicieux qui s'installe où rien ne semble capable de retenir au cœur de la métropole ni l'activité économique ni la population active. Devant les effets de la crise, vous tentez de maîtriser les charges de fonctionnement. L'inflexion de la courbe de dépenses réelles indique que vous aviez entrepris la démarche dès 2012. Vous ne vous en êtes pourtant pas vanté lors de la campagne des municipales. Pour de multiples raisons, vous avez dû stabiliser enfin vos effectifs. Malgré cela, l'effet de ciseau entre la stagnation des recettes et l'inflation des charges prévisibles, estimée à 1,15% en 2016 pour la seule masse salariale, va durablement limiter votre capacité d'autofinancement, donc vos capacités d'investir. Le plan de mandat de presque 230 millions d'euros sur la période 2016-2020 reste pourtant ambitieux, même s'il ne comporte plus de nouveaux projets très emblématiques. Ambitieux parce que l'objectif de maintenir une capacité d'épargne nette d'au moins 20% de vos investissements futurs, à hauteur d'environ 46 millions d'euros par an en moyenne, est ambitieuse dans la situation actuelle. Ambitieux et pourtant inférieur de plus de 20 millions d'euros à l'effort d'équipement de la période 2009-2014, 20 millions d'euros par an, pour les politiques sectorielles. Tout repose sur les économies attendues en fonctionnement. Comme nous l'avons déjà souligné, ce sont les personnels, et nous le voyons encore aujourd'hui, qui seront les premiers à en subir les effets. Pour les associations, c'est toujours la même baisse forfaitaire de 4% que vous mentionnez, et ce n'est peut-être qu'un début. Pour réagir, la métropole se trouve confrontée, comme beaucoup de communes, à un dilemme. D'une part, la forte attractivité actuelle du recours à l'emprunt, avec de nouveaux intervenants, la Banque Postale, l'Agence France Locale, sans oublier la BEI et le Fonds d'épargne de la Caisse des dépôts. Et d'autre part, la chute de la capacité d'autofinancement qui vous bride. La dette visible n'est pas représentative de la situation financière réelle. Il faudrait pour cela une prospective des engagements financiers hors bilan ou des dettes portées par les satellites qu'il conviendrait de consolider pour une réelle vue d'ensemble. À défaut, regardons déjà vos prévisions. La dette se stabiliserait autour de 350 millions d'euros environ, ce qui signifie qu'elle ne baisse plus, en fait, malgré un niveau d'investissement moins élevé. Le ratio de désendettement remonte, lui, de 1 point par an jusqu'en 2017 et s'installe en zone orange sous l'effet des baisses de la DGF. Vous posez en outre comme hypothèse le retour à un niveau de dotation habituel en 2017, dont nous avons vu que rien n'était moins sûr, des conditions de financement bancaire favorables au-delà de 2016, ce qui est tout aussi incertain, et une stabilisation de la démographie que rien pourtant n'annonce. La situation saine mais sous pression des finances que vous présentez est déjà fragilisée par les risques que cachent les hypothèses choisies. L'emprunt vous permettra peut-être de maintenir votre plan d'investissement, mais il fragilisera votre situation, votre signature et celle des communes par entraînement. En conclusion, le constat d'une démographie qui stagne, d'une économie qui, hors numérique, poursuit son déclin et d'une exigence forte de désenclavement n'est pas encore prise en compte dans vos orientations. Au-delà de quelques économies, votre réponse réside toujours et encore dans la poursuite de construction de logements et de lotissements qui, loin de retenir la population, accentue le dépérissement par son centre. Tout en faisant mine de stabiliser les taux de la fiscalité locale, vous poursuivez la mise à contribution de la population et des usagers en profitant d'une inflation qui reste en retard sur les prévisions de remontée. Enfin, que se passera-t-il si la reprise, bien timide ailleurs, oublie de venir jusqu'à la pointe de Bretagne ? Que se passera-t-il si les contraintes sur la dotation globale de fonctionnement se poursuivent au-delà de 2017 ? Ou si la politique de la BCE s'infléchit et durcit les conditions de financement bancaire futur au moment où le FMI évoque un risque de déraillement économique mondial. En l'absence de nouveaux gros investissements prévus après le téléphérique,
C'est sur le flux de l'action des services et du soutien aux associations qu'il faudra économiser. Il y aura des revendications à n'en pas douter, et elles viendront d'abord de ceux qui dépendent de vous. Observant qu'il y a eu effectivement un débat sur vos orientations, nous en prenons acte. Je vous remercie. Merci.